Voilà, donc je disais, il y a en ce moment cette très belle exposition sur la collection Morozov qui se déroule à la Fondation Louis Vuitton. Donc elle a débuté en septembre, elle est prolongée jusqu'au 3 avril. J'espère que cet exposé vous donnera envie d'aller voir cette exposition si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je rappelle, c'est dans le bois de Boulogne. Donc si on a un GPS, il trouve tout seul. Sinon c'est avenue du Mahatma Gandhi ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Mais le GPS trouve tout seul. On arrive, on voit la fondation de loin. C'est un grand vaisseau magnifique. On se gare 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre avant. C'est gratuit. Et on finit toujours par trouver une place. Et ensuite, on prend les petits chemins, on marche au bord de l'eau, avec de beaux arbres, même en cette saison. Et on a son rendez-vous, on rentre tout de suite. Donc c'est très facile, c'est très beau. Ensuite, on peut aller faire un tour au jardin d'acclimatation, s'il fait beau. Ils l'ont rénové, c'est très bien aussi. On peut se restaurer. On passe un moment très agréable. Je vous conseille de faire comme nous. On avait pris rendez-vous, je crois, à midi. Donc on prend rendez-vous en général entre 11 heures et midi. Hein. C'est le moment où il y a un peu moins de monde. Faut pas se leurrer, c'est quand même plein. Puis là, comme c'est la fin, qu'on fait de la publicité, ça va être très plein. Mais ça vaut la peine. Donc, c'était ceci en guise d'introduction. Allez voir cette exposition. Donc, nous, quand nous l'avons vue, enfin, moi qui fais les photos, je me suis polarisé sur ce que je connaissais, c'est-à-dire la peinture française entre 1870 et la guerre de 14. C'est ce qui est le plus remarquable dans la collection, mais ce n'est que la moitié de la collection, puisqu'il y avait, je crois, 250 œuvres d'avant-garde de la peinture en France. Je dis pas française, parce que Picasso, par exemple, pour les Russes, est un peintre espagnol, tandis que pour nous, on le considère comme une partie de notre patrimoine, même s'il n'a jamais été naturalisé. Donc je me suis focalisé sur cette peinture, sur ces peintres que je connaissais, ces tableaux. Certains je ne connaissais même pas tous. Pour moi, c'était une découverte, puisque nous ne sommes pas allés encore à Saint-Pétersbourg, ni à Moscou. Nous espérons bien pouvoir y aller bientôt. Et donc, je me suis focalisé sur ce que je connaissais parce que je n'avais pas les moyens de vraiment apprécier la peinture des Russes, puisque pour la plupart, c'était des inconnus pour moi. Donc on voit un tableau, on se dit, tiens, il y a une influence impressionniste, tiens, c'est un peu plus avant-gardiste, mais on ne connaît pas, on ne peut pas vraiment les situer, donc on peut se contenter de dire, ça me plaît pas, on ne va pas très loin. Tandis que là, quand on voit tous les chefs-d'œuvre réunis, on mesure la capacité de visionnaire de ces deux collectionneurs. Le premier, on va le voir, qui agissait surtout au coup de cœur, et le second qui voulait construire une collection raisonnée, parce que alors, tous les deux ont une particularité, c'est que dans leur adolescence, on leur a donné des cours de peinture par les meilleurs peintres moscovites. Donc, ils ne sont pas peintres, bien sûr, eux-mêmes, mais ils ont une connaissance d'eux-mêmes de ce qu'est la peinture, et c'est ce qui les mettait à même d'apprécier cette peinture qui, pour eux, était une peinture moderne, voire d'avant-garde. Donc, il faut dire quelques mots de la dynastie Morozov. Alors, j'ai capturé cette image sur un documentaire qui est passé la semaine dernière sur la 5, hein, et qui est disponible encore sur Internet. Vous tapez France 5 Morozov et vous tombez sur ce documentaire qui est très intéressant et qui insiste sur les aspects biographiques, hein, plus que ce que je ne le ferai, bien entendu. Donc cette famille Morozov, c'est une famille de riches industriels, et cette richesse est très récente puisque les collectionneurs Morozov représentent seulement la 4e génération. Le fondateur de cette dynastie industrielle, c'est un certain Sava Morozov, qui était un serf, hein, qui avait été vendu avec sa terre à un autre seigneur. Et lorsqu'il avait 20 ans, il était ouvrier dans une petite fabrique de textiles. Il se faisait remarquer par son sérieux et son travail. Et donc son patron, le directeur de la fabrique, lui a
prêté 1500 roubles, c'est une somme énorme pour un ouvrier et pour un serf, pour qu'il puisse racheter son obligation de service militaire. Ce service militaire, à ce moment-là, ça durait 25 ans. Voilà. Alors, serf, c'était déjà une bête de somme. Et puis là, c'est bon, enfin. Donc, c'est le système, évidemment, de l'époque. Donc, il a pu racheter, grâce à son patron, cette obligation de service militaire. Et comme il était très travailleur, très courageux, eh bien, il a remboursé en 2 ans seulement. Donc, c'est énorme. Ça vous montre aussi la capacité et la volonté de cet homme. Il devait aussi beaucoup de choses à sa femme, Ouliana, qui était elle aussi une serve de très modeste condition, mais elle avait amené, en plus de sa très modeste dot, quelques secrets de famille sur la teinture des tissus. C'est avec ça qu'ils ont pu préparer des rubans, vendre des rubans et rembourser un peu plus vite cette dette qu'ils avaient contractée avec leur employeur. Alors vous avez dit que cet employeur, quand même, il était drôlement généreux. En fait, ça s'explique parce que l'employeur, comme Sava, appartenait à une fraction de la religion russe qu'on appelle les vieux croyants. Alors il faut savoir qu'en Russie, la religion orthodoxe avait ses rites et ses cérémonies qui lui étaient propres. Elle avait divergé par rapport à la religion orthodoxe byzantine. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a un patriarche à Moscou, il y en a un autre à Constantinople. Donc en 1666, le patriarche de l'époque, un certain Nikon, c'est le nom aussi d'un saint en Russie, décide de converger vers les rites byzantins et il instaure une grande réforme qui va être soutenue par les tsars, notamment par Pierre le Grand. Et toujours quand on fait une réforme dans l'Église, il y a des croyants qui, c'est comme l'histoire de la messe en latin, ça passe pas. Donc, sur cette population très pieuse, très croyante, très superstitieuse, très attachée à ses traditions, puisqu'au fond, il n'avait que ça, ce petit peuple, eh bien, il y a eu une scission et ils se sont mis à part. Ils ont été persécutés, et les persécutions, c'est pire que la Sibérie. Il y a eu des massacres, des pogroms, enfin tout ce que vous voulez. Et ces persécutions ont duré à peu près jusqu'en 1900. Et malgré tout, ils étaient toujours là, et à partir de 1900, on les a tolérés un peu mieux, mais comme ils étaient persécutés, ils se serraient les coudes entre eux, et on leur avait interdit de faire quoi que ce soit, sauf à ce moment-là, on n'avait pas parlé du textile, parce que le commerce du textile était quasiment inexistant à cette époque-là en Russie, et donc quand le textile a commencé à se développer, les vieux croyants se sont engouffrés dans cette brèche, puisque c'était leur seul moyen d'avoir une ascension économique. Et puis entre eux, par solidarité, puisqu'ils étaient persécutés, ils pratiquaient un prêt sans intérêt. Donc, c'était un moyen de se serrer les coudes, et c'est ce qu'avait fait le patron vis-à-vis de Sava. Et Sava, bien sûr, alors comme toujours dans les minorités comme ça, il était très pieux, très religieux, très probe, il s'était attaché à rembourser le plus vite possible, et il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé de créer sa propre fabrique, parce qu'il s'est aperçu aussi qu'il vendait très bien des dentelles aux paysannes, donc il faisait des petites dentelles de pas très bonne qualité peut-être, mais qui plaisaient aux paysannes parce que c'était pas cher. Et il a développé sa fabrique. Ce qui fait que vers 1810, il avait commencé vers 1800, vers 1810, il avait déjà 25 ouvriers. Et en 1812, ça lui permet de racheter la liberté de serf, sa liberté, celle de sa femme, celle de son père, celle de ses enfants, donc toute la famille. Et ce coup-ci, c'est 17 000 roubles. Et donc, il a 17 000 roubles, il a déjà remboursé 15 000 roubles 10 ans avant, il a mis 17 000 de côté, et il rachète tout ça, et il va pouvoir travailler à une plus grande échelle et commencer à s'enrichir, à devenir un marchand important de Moscou. Et le second de la lignée, Abraham, qui lui va apprendre à lire et à écrire, ce n'est plus un serf, va développer beaucoup plus cette industrie et va commencer à faire du commerce ailleurs qu'en Russie, et en particulier beaucoup
avec l'Asie. Ils vont vendre des soieries jusqu'en Inde. Donc, la troisième génération, voilà, c'est Abraham Abramovitch, puisque, alors ils portaient tous, les vieux croyants portent facilement des noms très bibliques. Hein. Il est représenté ici, et là ce sont ses oncles, parce que bien sûr la famille s'est agrandie, et tous les oncles aussi ont participé à cette richesse. Certains étaient des vrais industriels, d'autres se contentaient de profiter de la fortune, bien entendu. Donc Abraham Abramovitch était un garçon plein d'avenir, il a fait un beau mariage avec une femme aussi très importante pour la dynastie, Varvara, mais malheureusement ensuite il est tombé dans la débauche, et il a attrapé la syphilis et il est mort complètement paralysé. Enfin, il a eu une mort atroce, très jeune, à 43 ans, hein, si je ne m'abuse, voilà, 43 ans. Et donc, sa femme s'est retrouvée veuve avec 3 enfants, 3 garçons, et dont l'aîné avait 10 ans. Et elle a continué à diriger la fabrique avec beaucoup d'énergie. Et en même temps, elle était très pieuse, vieux croyante aussi, hein, bien sûr, vieille croyante, je ne sais pas comment on dit. Et elle avait une tendance très socialiste. Elle était une amie de Tolstoï. Donc vous savez que Tolstoï avait aussi des idées très socialisantes, très avant-gardistes, et en même temps très pieux, lui aussi. Et donc elle a fait beaucoup de choses, malgré tout, pour ses ouvriers. Hein, donc, elle était très proche donc, des mouvements socialistes de son époque. Et pour ses enfants, elle a soigné énormément l'éducation de ses enfants, mais elle les a élevés avec une main de fer. Ils étaient riches à millions, mais elle leur donnait quelques dizaines de roubles par mois pour subvenir à leurs faux frais. Et ils ont reçu les meilleurs précepteurs, mais en même temps, dès qu'elle avait l'occasion, elle les rabaissait, elle les remettait à leur place. Hein, c'était un véritable dragon pour ses fils. Mais en même temps, elle leur a restitué une filature, un commerce très florissant lorsqu'ils ont atteint leur majorité. Donc voilà une photographie, un montage photographique qui vous présente les 2 frères. Donc ici, Michael, l'aîné. Alors, Mikhaïl, si on le prononce à la russe, ou Misha, Mika, hein, bon, Michael. Et son frère, Ivan, donc là, on n'a pas de difficulté pour prononcer, le nom qui a 1 an de moins que lui. Alors, Michael va être un personnage absolument flamboyant. C'était un dandy connu pour ses excentricités, ses extravagances. Et il y a même eu une pièce, on a fait une pièce pour le présenter, bien sûr avec un autre nom, hein, pour présenter toutes ces extravagances, une pièce qui a tenu l'affiche plus de 30 ans à Moscou, donc pour présenter ce personnage hors du commun. Son frère Ivan avait un caractère très différent. Il était très effacé, très modeste et très sérieux. D'ailleurs, c'est à lui qu'on a confié les rênes de l'entreprise lorsqu'il est devenu majeur. Et donc, il a pris ça, il a fait des études dans les universités moscovites, puis dans une université suisse, à l'école polytechnique de Lausanne. Et quand il est revenu, ou de Zurich, pardon, et quand il est revenu, il a pris la tête des filatures, et en 3 ans, il a triplé le capital de l'entreprise. Donc, il s'intéressait avant tout à l'entreprise. Et tous les deux, donc, je vous disais, ils ont eu une éducation très soignée, et ils ont eu un professeur particulier, voilà, je l'avais sauté, le peintre Constantin Korovine, ou Constantine, hein, je ne sais pas, qui, d'après ce que j'ai pu lire, hein, j'avoue franchement que je ne le connaissais pas du tout, ce peintre, qui a été le grand peintre impressionniste. Donc il a repris la technique impressionniste, il a admiré énormément Manet, et c'était le peintre influencé par l'impressionnisme qu'on trouvait à Moscou. Et il était néanmoins à l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Et donc, une fois par semaine, les 2 fils Morozov venaient prendre des leçons avec lui. Et ce n'était pas tout. L'été,
ils avaient un autre précepteur, quand ils étaient dans leur datcha au bord de la Volga, ils avaient un autre précepteur peintre qui, lui, était un peintre ambulant. Des peintres ambulants, ça veut dire qu'ils se déplaçaient pour aller peindre la Russie profonde, hein, les Cosaques. Bon, enfin, voilà, ils étaient intéressés pour vraiment découvrir la Russie. Hein. C'est pour ça qu'on les parle de peintres ambulants. Ils ne peignaient pas en atelier. Déjà, c'est l'époque, bien sûr, où on peint sur le motif. Et donc, là aussi, ils avaient quelqu'un qui venait les aider à peindre et quelqu'un encore qui représentait l'art moderne, qui venait les aider à peindre et à découvrir la peinture chez eux. Donc, il faut dire un mot aussi du contexte des collectionneurs russes, et on peut dire moscovites, en parlant de Pavel Tretiakov. Alors, Tretiakov, c'est un personnage qui va être très important. C'est lui aussi un vieux croyant. Tretiakov, j'ai un peu de mal à le prononcer. C'est lui aussi un magnat de la filature. Et il commence à s'intéresser aux arts dans les années 50 et il va être tout de suite frappé par quelque chose qui se passe à Londres. À Londres, en 1856, on crée la National Portrait Gallery. Je ne sais pas si vous allez à Londres, c'est à Trafalgar Square. D'un côté, vous avez le musée national, la galerie National Gallery, et presque en face, vous avez le National Portrait Gallery, où on voit les portraits des souverains, des ministres, des grands hommes que l'Angleterre et le Royaume-Uni ont pu connaître. Alors il trouve cette initiative très intéressante, et il se dit, je vais faire pareil pour la Russie. Je vais collectionner les portraits de mes contemporains et retrouver les portraits du passé, et je vais créer un musée qui représentera ce qu'il y a de mieux dans l'art en Russie. Donc, il démarre cette collection. Elle prend assez vite de l'ampleur. En 1874, il construit un immeuble spécial, une galerie spéciale pour ses collections. Et dès 1881, il ouvre ses collections au public, ce qui est bien sûr assez rare à cette époque pour un collectionneur privé. Et en 92, quelques années avant sa mort, il fait don à la ville de Moscou de sa collection et de sa galerie. Alors cette galerie, elle existe toujours, elle s'appelle de nouveau Galerie Tretiakov. Bien sûr, on avait enlevé le nom après la révolution des bolcheviks, évidemment, hein, mais on l'avait nationalisé, on l'avait gardé. Et donc, on y trouve toute la peinture russe de 1100 jusqu'à nos jours, puisqu'il y a des œuvres contemporaines et d'avant-garde, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. Vous voyez aussi que c'est un tableau d'Ilya Repin. Alors, Ilya Repin, c'est vraiment un très grand peintre russe que nous aurons le plaisir de découvrir le mois prochain. Hein, et là, vous verrez, ça a été pour nous, en tout cas, pour Catherine et moi, ça a été une grande découverte. On connaissait Ilya Repin à travers 2 ou 3 tableaux célèbres qu'on connaissait depuis toujours, qu'on avait dans certains livres, dans notre bibliothèque, mais on ne connaissait pas vraiment le peintre. Et on a vu une exposition absolument magnifique au Petit Palais, hein, exposition terminée depuis, je pense, 15 jours ou un mois. Hein, on ne l'a pas prolongée. C'est dommage parce que c'est vraiment une exposition formidable. Donc cette année a été l'année de la peinture, enfin sous le signe de la Russie. Donc Tretiakov influence beaucoup les frères Morozov parce que une partie de leur collection d'ailleurs passera par la galerie Tretiakov, ça j'y reviendrai. Je voulais dire un mot de notre collectionneur qui va influencer fortement les frères Morozov, c'est Sergueï Choutkin. Alors Choutkin, c'est un contemporain des Morozov, il est un peu plus âgé, hein, puisqu'il est né en 1854 alors que les autres sont nés en 1870, donc il a 15 ans d'écart. Lui aussi, il va débarrer sa collection à peu près en même temps que les frères Morozov, en 1898. Ça s'arrêtera bien sûr en 1917, et même on peut dire en 1900, enfin, à partir de 1914, il ne pourra plus acheter des œuvres françaises.
Et il commence en 1898, il achète son premier tableau de Monet, et là encore c'est une révélation pour lui, il en achètera 13 en tout. Et donc il va réunir une très belle collection à Moscou. Alors de 1903 à 1904, ça va être la découverte pour lui et les achats de Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Alors Cézanne, en 1903, Cézanne étant à peine, est encore au purgatoire à ce moment-là, hein, il est tout juste reconnu comme grand peintre. Donc c'est très moderne, choquant pour tous ses contemporains. Van Gogh et Gauguin, alors là, Van Gogh et Gauguin sont encore moins connus, encore moins appréciés. Quand les gens voient les tableaux de Cézanne, Van Gogh et Gauguin, ils croient voir une farce. Hein. Donc c'est pour montrer à quel point ces collectionneurs étaient en avance sur leur époque. Et de 1905 à 1910, il va se passionner pour les œuvres de Matisse. Alors là encore, Matisse, c'est un cran au-dessus. Hein, ça laisse les spectateurs encore plus perplexes. Mais ce n'est pas tout. Pendant la même époque aussi, il va collectionner les Picasso et il aura 50 œuvres de Picasso. Donc acheter Picasso en 1910 et les acheter par lot de 10, de 50, hein, c'est quand même pas mal. Donc là, on voit une volonté de collectionneur, d'amateur, qui collectionne déjà en pensant qu'il va apporter quelque chose à son pays, aux autres peintres, aux gens à qui il fera connaître tout ça, et qui en même temps achète des peintres complètement incompris. Hein, c'est certainement pas de la spéculation ni du snobisme, hein, c'est vraiment l'amour de l'art qui motive Choutkin. Et en 1908, il va ouvrir sa collection au public, alors un jour par semaine, le dimanche. Bon, et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut y assister, mais on arrive facilement à voir sa collection, tandis que ça ne sera pas la même chose, hélas, pour les frères Morozov. Donc, en 1917, quand sa collection est nationalisée, ou en 1918 plus exactement, eh bien, on y trouve 7 œuvres du douanier Rousseau, 8 de Cézanne, 9 de Marquet, 13 de Monet, 16 de Derain, là aussi une modernité assez importante, 16 de Gauguin, 38 Matisse et, je vous l'ai déjà dit, 50 Picasso. Donc lui, il était en relation avec les frères Morozov et on dit que souvent, l'un a acheté pour compléter ce que l'autre avait acheté. Ils savaient qu'ils construisaient pour la postérité et pour leur nation, hein, et ils savaient qu'ils allaient apporter quelque chose vraiment à l'art pour leur pays. Hein. Ils achetaient cette peinture française, parce qu'en France, c'est en France qu'on trouve l'avant-garde à ce moment-là, et ils achetaient aussi, bien sûr, ils soutenaient les peintres russes. C'est Morozov qui achètera en 1917, ou en 16 ou 17, le premier tableau que Chagall aura vendu. Et avec l'argent de ce tableau, il retournera dans son village pour épouser l'élu de son cœur, sa femme, qui sera toujours sa muse, et dont j'ai oublié le nom. Donc c'est pour vous montrer que, là encore, ils achetaient de la peinture russe, mais pas n'importe laquelle. Donc voilà, on a planté le contexte et on arrive à Mikhaïl, donc, qui débute sa collection peu de temps après son mariage. Donc, je vous ai parlé de sa formation, de ses longs voyages sur la Volga. Tout à l'heure, je n'avais pas le nom du peintre ambulant. Il s'agit de Yegor Krouzlov. Et en 1889, ils entreprennent un voyage en bateau sur la Volga pour dessiner et peindre sur le Montif, et ils iront jusqu'au Caucase comme ça, en peignant, en prenant des croquis sur le motif, pour ensuite passer tout le reste de l'été à réaliser des peintures et des aquarelles à partir de ce qu'ils ont vu. Donc là aussi, on voit comment l'importance de la nature, du motif, hein, peut jouer dans tout ce qui va suivre. Donc il suit des cours à l'université de Moscou, mais je vous dis, ça fait remarquer, surtout par son tempérament flamboyant. Il se marie, il fait un riche mariage, un grand mariage,
et le lendemain de leur mariage, les époux partent en voyage de noces pendant 5 mois en Europe. Donc ils passent par l'Allemagne, ils s'arrêtent longtemps à Paris, ils vont sur la Côte d'Azur, et sur la Côte d'Azur, Margarita, son épouse, remarquera qu'ils descendent dans le même hôtel que la reine Victoria, qui est leur voisine d'hôtel. Donc là encore, vous voyez le train de vie que peuvent mener les Morozov. Rien n'est assez beau, rien n'est assez cher pour leur bon plaisir. Ah aussi, rien n'est assez cher. Si, justement, ils trouvent que les peintres russes vendent trop cher ce qu'ils réalisent, qu'ils sont à la traîne, ils copient les autres, et ils vendent 2 fois plus cher que les Français. Alors, sur un coup de tête, il va à Paris. Il va à Paris parce qu'il dit, je suis sûr que là-bas, je vais trouver des choses plus intéressantes et moins chères qu'ici en Russie. Et là, il dit, ben voilà, j'ai trouvé. Il y avait justement une exposition Van Gogh, Gauguin, qui revenait de Tahiti, qui présentait ses premiers tableaux. Et il dit, bah, ça, c'est pas cher, et il en achète 5 d'un coup. Il les achète aux marchands Durand-Ruel. Alors, pour illustrer ça, je vous présente un tableau qui n'est pas à l'exposition actuelle. Je l'ai photographié à l'exposition Gauguin qui a eu lieu en novembre 17. Mais il appartient à la collection Morozov. Simplement, c'est Ivan, le frère, qui l'achètera quelques années plus tard. Vous le verrez ici, en bas, chaque fois, vous avez la date d'acquisition du tableau. Enfin, quand vous avez, bien sûr, les légendes qui s'affichent. Je ne les laisse pas en permanence. Donc, c'est en 1908 que ce tableau sera acheté par Ivan. Ah ben celui-là, tiens, si, voilà, on le voit. 1908, Ivan, là en bas. Donc, ça ne fait pas partie des 5 tableaux en question parce que j'ai eu du mal à les photographier à l'exposition. Beaucoup de ces tableaux de Gauguin ont souffert parce qu'il utilisait un système spécial. Il les cirait au lieu de les vernir et ça a mal vieilli. Et la collection, on le verra, a été un peu malmenée pendant plusieurs années, et donc il y a eu de fortes restaurations. Alors on les a mis sous verre, et parfois, quand c'est sous verre, parfois il n'y a aucun reflet, et parfois il y a beaucoup de reflets, je ne peux pas les photographier. Mais ce tableau, bien sûr, et pastorale tahitienne est intéressante. Et donc d'ailleurs, on peut en parler brièvement. Gauguin débarque en Polynésie. Tahiti, ça ne lui plaît pas. Il trouve que c'est un comptoir colonial sans intérêt. D'ailleurs, quand on débarque à Tahiti, quand on débarque en Polynésie, on atterrit à Tahiti, forcément, et on est déçu. Parce qu'on voit une ville tout à fait quelconque. Bon, c'est pas du tout l'image qu'on se fait de la Polynésie. Alors ensuite, on se dépêche d'aller à Moorea, juste à côté. On prend le ferry et on va à Moorea. Et là, on a la Polynésie telle qu'on l'imagine. Puis on va à Bora Bora, etc. Bon, c'est un beau voyage qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Et il faut y aller en été. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il faut y aller au mois de juillet quand il fait beau partout. Mais c'est vraiment, vraiment, il faut découvrir la Polynésie. Ça vaut la peine. Donc ça enchante Gauguin. Dès qu'il peut quitter Tahiti et qu'il fuit, qu'il va jusqu'aux îles Marquises, parce qu'il veut retrouver la pureté originelle. C'est un peu le mythe du bon sauvage qui l'anime, et il veut s'éloigner de toute la civilisation. Et il y arrive, il y parvient, et il va écrire un cahier sur lequel il note ce qu'il voit, les récits qu'on peut lui faire. Il fait un travail un peu d'ethnologue, mais en fait, il s'inspire beaucoup d'autres travaux d'ethnologue. Donc, il vient chercher ce qu'il a déjà lu dans les manuels. Ce n'est pas vraiment un ethnologue. Mais en même temps, à mesure qu'il creuse, il perçoit que ce ne sont pas des sauvages, comme il a écrit, mais c'est une civilisation déjà aux 3/4 détruite, mais une civilisation vraiment complète qui a d'autres rapports avec la nature, d'autres rapports avec les gens, et une civilisation qui peut être aussi très rude, très violente, très cruelle, puisque ce n'est pas aussi idyllique que ce qu'on l'imagine de prime abord. Alors ce cahier est magnifique, il y a du texte, et il y a aussi des dessins, et donc Gauguin se fait le chantre de cette Polynésie, de ce rapport à la nature tout à fait différent, quelque chose qui nous parle puisqu'on baigne encore dans ce type de discours.
mais qui nous fait oublier parfois toute la cruauté et les injustices qu'il pouvait y avoir aussi dans ces sociétés. Une société malgré tout tribale, qui ne se faisait pas de cadeaux entre elles. Mais quand donc Michael débarque avec ses tableaux à Moscou, aujourd'hui on dirait qu'il fait le buzz, parce que là, bien sûr, personne n'a vu ça, tout le monde vient voir ça. Tout Moscou ne parle que ça, ne parle que de ça. Et donc sa collection est lancée. Il va continuer à aller régulièrement à Paris pour y faire la fête et aussi pour ramener des tableaux. Et par exemple, là, en même temps qu'il achète ses Gauguin, il commande, par l'intermédiaire de Durand-Ruel, une sculpture à Rodin. Donc, vous voyez, là aussi, les Morozov, quand Ivan Morozov arrivait à Paris, tous les marchands de tableaux se disaient « Ah bon, on va faire des affaires et puis surtout on va faire connaître les peintres qu'on aime, qu'on soutient parfois depuis 10 ans, 20 ans, parfois plus. Et on a des réserves pas possibles, on a dépensé, certains se sont ruinés. Durand-Ruel a été ruiné à un moment après la guerre de 70. Et Vuillard aussi a investi à fond perdu pendant des années. Et là, enfin, il trouve quelqu'un qui va pouvoir aimer cette peinture. Et donc, je vous le disais, il achète par coup de cœur. Et il achète aussi, là, une œuvre plus classique. Camille Corot, c'est l'école de Barbizon, c'est même avant l'école de Barbizon, c'est les premiers peintres paysagistes du début du siècle. Et ce tableau, l'étant à la ville d'Avray, c'est la fin de la vie de Camille Corot. C'est une œuvre, disons qu'on peut dire classique. Même, bien sûr, ça annonce l'impressionnisme, on le voit bien. Mais voilà, il a un coup de cœur, il aime quelque chose. Il ne cherche pas à acheter uniquement de l'avant-garde pour épater ses amis. Mais c'est un coup de cœur aussi qui lui fait acheter ce Monet absolument splendide, ce champ de coquelicots qu'on voit ici. Donc une œuvre qui date de 1890, qu'il achète donc en 1902. Et quand on s'approche, on remarque que les coquelicots sont à peine évoqués, ce sont des taches de peinture. Il y a du rouge, du rose, du magenta, du bleu. Pourquoi du bleu, il y a du vert. Et puis alors les arbres, le rideau d'arbres, il y a un mouvement. On sent le vent, tout frémit dans cette toile. On sent le champ de coquelicots qui ondule, on sent cette lumière, ce vent, on croit l'entendre le vent, tellement cette toile est vivante. Mais il faut s'approcher. Et là aussi, on se dit que quelqu'un qui a pris comme ça des cours de peinture avec les meilleurs peintres russes, post-impressionnistes, donc apprécie énormément cette chose-là. Il achète aussi du Renoir, et là il achète un tableau de Renoir assez formel. Pour du Renoir, c'est un peu formel, c'est le portrait de Jeanne Samary, qui est une très jeune actrice, très célèbre, qui a 17 ou 18 ans, je crois, au moment où Renoir lui fait ce portrait. Renoir avait réalisé pour elle un portrait en buste, qui lui plaisait beaucoup. Mais à cette époque, Sarah Bernard a fait beaucoup parler d'elle à travers un grand portrait en pied. Et cette jeune actrice, qui commençait à être très célèbre, a été piquée de jalousie et a demandé à Renoir de lui faire un grand portrait en pied dans ce style-là. Et vous voyez ce portrait. Alors on voit le style de Renoir, vous voyez ici que c'est... il n'y a absolument pas de détails, c'est très fondu sur les bras, le décolleté et même le tissu. Là, il y a peu de détails. Et les yeux, au contraire, se détachent énormément. Donc il y a un travail ici. Et le personnage très clair qui se détache sur un fond volontairement plus sombre. Donc il y a une volonté artistique. C'est un grand portrait d'apparat, mais en même temps, il y a la touche et la particularité de Renoir qui s'exprime. Alors là, le tableau que j'ai le plus aimé de toute l'exposition, que je ne connaissais pas, La mer aux Saintes Maries, par Vincent van Gogh. Donc vous savez, on sait que Van Gogh a séjourné à Arles. Alors quand on est à Arles, à cette époque-là, pour aller aux Saintes Maries, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il y a 40 kilomètres, il faut traverser toute la plaine, tous les marécages de la Camargue, marécages infestés de moustiques, même aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était une épreuve quand il fallait y aller à cheval, dans une charrette. Donc on devait passer
2, 3, 4 heures pour aller jusqu'au Sainte-Marie. Et là, Van Gogh découvre la Méditerranée, qu'il ne connaissait pas jusque-là, il connaissait que la mer du Nord. Il découvre la Méditerranée et il faut vraiment la connaître au Sainte-Marie. Si vous connaissez, bon, nous, c'est notre région, on a passé 30 ans de notre vie dans cette région, hein, mais la mer à Palavas, que comme Courbet l'a vu, l'a admiré en 1840, et la mer au Sainte-Marie, c'est pas pareil, parce que la mer, elle est différente selon l'orientation, hein, par rapport au soleil. On n'a pas la même vision de la mer. On ne confond pas les différentes plages. Et au Sainte-Marie, elle est vraiment éclatante, comme elle est dans ce tableau, avec des couleurs à la fois profondes et puis des illuminations. Et puis, surtout, il y a très souvent du vent, parce que le Mistral souffle encore très fort en Camargue. Et donc, ça donne cette mer agitée. Quand il n'y a pas le Mistral, c'est au contraire un vent marin. Donc, la mer est aussi agitée. Elle est beaucoup plus agitée au Sainte-Marie qu'à Palavas. Elle est beaucoup plus vivante. Et alors, Van Gogh a écrit une lettre à son frère, comme toujours, où il décrit tout ce qu'il a vu, toutes les algues, hein, tout ce vert qu'on voit. Et il a représenté ça, vous voyez, avec le couteau. Hein, on voit les empattements énormes. Regardez ces mouvements de voile, de vagues au premier plan. Vous voyez aussi ces bateaux, ces petits bateaux de pêcheurs. Et vous avez remarqué aussi la signature Vincent, hein, en bas à droite. Hein, donc on va le regarder encore une fois, regardez ces bleus marines profonds, hein, la voile, le pêcheur si bien rendu avec toute une économie de coups de pinceau, hein, ces algues, l'écume. Hein, donc c'est vraiment un tableau dans lequel on peut plonger, et là on va arriver sur cette signature si émouvante, parce que si un personnage qui est émouvant, c'est bien Vincent van Gogh. Voilà, donc ça, je vous dis, c'était pour moi le clou de l'exposition. C'était dans cette salle aussi que se trouvaient certains des plus beaux Gauguins. Donc, Michael achète cette toile en 1901 et il va mourir en 1903. Il était en fait de santé fragile, il ne s'économisait pas du tout. Et puis, il y avait les antécédents syphilitiques de son père, sans doute, qui expliquent aussi qu'il meurt si jeune, je crois d'une crise cardiaque, comme mourra son frère. Et lorsqu'il meurt, il a acheté 39 œuvres impressionnistes dans sa collection et 44 œuvres russes. Et par testament, il lègue sa collection à la galerie Tretiakov. Voilà pourquoi je vous parlais de la galerie Tretiakov. Et sa femme va bien sûr exécuter ses dernières volontés. Et donc, 2 ans après sa mort, ses œuvres rejoignent la galerie Tretiakov. Donc, entre en scène à ce moment-là Ivan. Le tableau ici a été peint en 1910, j'en reparlerai plus tard. Ivan, le chef d'entreprise, qui fait des affaires, on peut dire, dans le monde entier, qui a de grandes usines de filature dans des villes voisines de Moscou, et donc des 15 000 ouvriers sous ses ordres, et qui va considérer que la peinture, ça va être son seul passe-temps. Alors lui, ce n'est pas du tout un mondain. Son frère recevait, bien sûr, chaque dimanche, il avait table ouverte, il recevait une trentaine, une cinquantaine de personnes à midi, et il faisait la fête jusqu'au soir. Non, son frère, ce n'est pas du tout son genre. Il travaille et il va s'intéresser à sa galerie de peinture. Il est amoureux aussi d'une chanteuse de cabaret. Il va faire un mariage, bien sûr, qui le déclasse. Il aura eu une fille avec cette chanteuse avant de se marier. Il mettra presque 20 ans à la reconnaître. Il la fera passer pour sa nièce. Donc ça aussi, ça explique peut-être qu'il a vécu à l'écart. Mais ce n'est pas du tout le personnage flamboyant qui était son frère. Il va se lancer dans la collection de peinture, mais d'une manière tout à fait différente. Lui ne va pas fonctionner au coup de cœur.
Il va se renseigner, fréquenter beaucoup les marchands de tableaux, mais pour étudier les œuvres qu'ils ont dans leur réserve, et il achètera uniquement de manière réfléchie et en pensant toujours au tableau suivant et en pensant toujours à ce que le tableau qu'il achète pourra signifier quand il sera confronté à ce qu'a acheté Soutkin ou ce qu'a acheté son frère plus tôt, parce qu'il sait que plus tard, cela reviendra à l'État et tout le monde pourra en profiter. En même temps, bien sûr, il fréquente le milieu artistique un petit peu et il montre parfois ses collections à certains peintres. Mais il prétend que lui aussi, sa galerie était ouverte le dimanche, mais bon, en fait, c'était pas vraiment ouverte. Elle était ouverte aux gens qu'il connaissait bien, quoi. Donc un personnage différent, mais qui avait un amour de la peinture encore plus marqué, au fond, plus réfléchi, mais plus intense peut-être que celui de son frère. Alors il commence par marcher dans les pas de son frère. Son frère avait acheté le grand portrait de Jeanne Samary, eh bien lui, il achète le portrait en buste de plus petite dimension. L'autre faisait 1,74 m, celui-là fait 56 cm de haut. Hein. Mais il est beaucoup plus vivant, celui-là est beaucoup plus intéressant en fait que l'autre. Là, on retrouve vraiment la touche de Renoir. Alors vous remarquez aussi cette touche, ce côté un peu pastel, hein. C'est une huile sur toile, hein, mais c'est peint un peu comme on peindrait avec un pastel. Alors, vous voyez aussi ce fond rose, et là, il y a des touches de bleu comme des plumes qui s'envolent, comme si la robe bleue que portait Jeanne s'échappait un peu, comme un oiseau qui perd ses plumes, hein. Ça donne un peu une vie encore supplémentaire, hein. On retrouve un regard plus espiègle, un sourire aussi. Là, on a vraiment affaire à quelqu'un, une jeune femme de 17 ans, hein, alors que tout à l'heure, elle voulait jouer les dames. Et regardez la touche de rouge ici, qui rappelle le rouge de ses lèvres. Donc, un très, très, très beau tableau. Je ne me suis pas trop arrêté sur le premier, mais là, on profite encore une fois du zoom. Regardez ces magnifiques yeux bleus, hein, un bleu qui tire un peu vers le violet, et la façon dont le visage est peint, avec un système qui rappelle presque les hachures. Donc très 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 beau Renoir. Donc vous voyez comment il complète et comment il va plus loin. Puis il se prend de passion pour Renoir. Et lui, comme il construit sa collection pour la postérité, autant que pour lui, il se dit, bien, il faut que je récupère les œuvres fondatrices de l'impressionnisme. Alors, l'impressionnisme, c'est la fameuse exposition de 1874 à l'atelier Nadar. Hein, et donc là, il recherche des œuvres qui datent de cette époque, qui étaient à l'exposition ou qui auraient pu y être, comme par exemple cette représentation de la Grenouillère, hein, le fameux cabaret au bord de la Seine. Hein, donc il y a plusieurs tableaux qui représentent la Grenouillère. Celui-là est moins connu puisqu'il était dans ces collections russes qui sont restées longtemps assez peu visibles. Et là aussi, regardez l'économie de moyens pour réaliser, pour suggérer les personnes, pour suggérer aussi les miroitements de l'eau, la vie, le mouvement, hein, avec une économie de moyens absolument remarquable dans ce très beau Renoir. Un autre, tout de suite, on dit, ah ben oui, là, dans le jardin sous la tonnelle du moulin de la Galette, ça rappelle tout de suite le tableau du musée d'Orsay, hein, le bal au moulin de la Galette. On retrouve les mêmes couleurs, on retrouve les mêmes personnages, sans doute ici sa future femme. 1875, donc, la même robe aussi qu'on voit dans d'autres tableaux de Renoir. Donc, un tableau de Renoir qui nous parle, hein, parce qu'il vient compléter des tableaux qui sont les icônes de l'art moderne pour nous. Donc, vous voyez ça, il l'achète en 1907. Hein, il prend son temps, hein, il achète, il sait ce qu'il va acheter. Il guette certains achats. Alors, quand il achète du Monet, alors là aussi, il n'achète pas n'importe quoi. Ici, ce tableau date de 1903. Mais bien sûr, c'est une référence à l'impression soleil levant. Et en même temps, ça nous fait penser à Turner un peu, mais c'est un très beau tableau de Monet. Quand on s'approche un peu plus, regardez ici cette barque avec ses
ces personnages en ombre chinoise, le pont qu'on devine ici, qui devient un mouvement semblable à celui de l'air ou de l'eau, l'air et l'eau qui se confondent, une autre barque. Vous voyez la touche très différente de celle du tableau sur les coquelicots. Vous voyez ici, tout est fondu. Et là, c'est aussi les couleurs d'impression soleil levant. Et voilà, et maintenant, de loin, vous apercevez les cheminées, le côté industriel qui existait à Londres à cette époque, qui expliquait aussi le fog. Donc voilà, un très très beau, là aussi, tableau de Monet. Mais je trouve que le suivant est encore plus remarquable. C'est le boulevard des Capucines. Alors là, 1873, là, je ne sais pas s'il était à l'exposition de 1974, mais il le méritait. Alors vous voyez, le boulevard des Capucines, on est en hiver, la moitié du boulevard est déjà à l'ombre, et l'autre est inondé par la lumière dorée de ce soleil de fin d'automne. Et regardez ici comment les personnages sont réalisés avec de simples traits de peinture, et pourtant, de loin, on voyait chaque individu. Et là, quand on s'approche, on n'a plus que des hachures. Regardez ici cette tache là, de couleur. Et donc, on est dans quelque chose de complètement abstrait. Ici, on a des empattements, des effets de matière qui vont retenir la lumière. Et ici, deux silhouettes masculines bien dessinées, qui sont en amorce là sur le coin du tableau. Et quand on repart de l'autre côté, donc là, on a vu le côté à l'ombre, et on va dans la féerie de la lumière, et on est dans un tableau déjà complètement abstrait. On joue avec cette lumière là, et maintenant vous commencez à percevoir les branches de l'arbre, ici, un arbre. Mais alors là, vous voyez, c'est complètement abstrait. C'est la beauté des couleurs, la sensualité de chaque touche. Et au fond, bien sûr, les immeubles haussmanniens. Donc voilà, ce boulevard des Capucines. Alors celui-là, je le connaissais, ce tableau. Malheureusement, c'était des mauvaises copies parce que le musée Pouchkine à Moscou, dans lequel il est, les tableaux on peut les voir sur Internet, mais ils ont été photographiés il y a 20 ans ou 30 ans, ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'est très mauvais comme reproduction. Ce n'est pas les bonnes couleurs. Il n'y a rien, quoi. Donc, c'est la première fois que je peux voir enfin ce tableau et l'apprécier comme il mérite de l'être. Donc voilà, il continue les Monet, enfin il les reprend puisqu'il n'a plus les autres, mais il continue ce qu'a fait un peu son frère, mais je dis en choisissant très bien ce qu'il va acheter, et c'est la même chose pour Van Gogh. Il achète, là, on a vu tout à l'heure le tableau de Sainte-Marie, bon, il nous a éblouis, il est très spécial dans l'œuvre de Van Gogh, tandis que là, on a un Van Gogh très classique, et qu'on connaît beaucoup mieux, parce que celui-là, il a été reproduit des milliers de fois, tout simplement parce qu'il se trouve aux États-Unis, à Yale University, parce que les Russes, les Soviétiques, bien sûr, après la politique désastreuse menée à la fois par Lénine et puis par Staline, le pays n'a plus d'argent, ne peut plus nourrir sa population, veut quand même continuer à exister, donc ils décident de vendre cette peinture qui est pour eux une peinture décadente, une peinture qui représente l'art bourgeois, formaliste, de l'art pour l'art, qui n'est pas au service du peuple, etc. Donc ils essaient de vendre les peintures et ils vendent certains chefs-d'œuvre de la collection Morozov qu'ils ont nationalisés. Donc c'est comme ça que, puis ça leur rapporte quelques centaines de millions, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, pour avoir une influence sur l'économie de la Russie soviétique dans ces années-là. Ça s'est fait dans les années 30, donc ils arrêtent de faire ça puisque ce n'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir redresser la situation. Alors ce tableau de Van Gogh, là, on sent quel point c'est à l'époque où il est avec Gauguin et où ils passent leur soirée dans ces cafés à boire de l'absinthe, à se disputer aussi, et
là, on sent toute la détresse. Hein, on est dans un univers mental. Là, hein. C'est presque de l'art brut. C'est une vision qu'on pourrait qualifier aussi de surréaliste, hein, ou telle que les films américains parfois. Je ne sais pas si vous avez vu le merveilleux film de Vincente Minnelli sur la vie passionnée de Vincent Van Gogh avec Kirk Douglas. Hein, c'est un film qui est sorti, je crois, de 1956. Bon, il faut le voir, il y a des couleurs qui sont absolument magnifiques. Puis c'est Kirk Douglas, on dirait vraiment Vincent Van Gogh, c'est extraordinaire de ce côté-là. Bon, et dans ce film aussi, on retrouve, il a dû, je ne sais pas, je n'ai pas revu le film depuis longtemps, mais il a dû refaire ce genre de scène. Vous voyez, la lumière des les lampes à pétrole, hein, avec ce halo hein, représenté, ces murs rouges, hein, le parquet jaune. Alors ce billard tout petit, il n'est pas comme ça c'est un billard pour enfants. Il y avait un vrai billard, comme les billards qu'on a tous connus, qui font 2 mètres de large, 4 mètres de long, qu'on trouvait dans tous les des cafés, encore dans les années 50-60. Hein. Et bon, et là, vous voyez, c'est quelque chose de tout petit, parce que vraiment, alors c'est fait, on a une vision aussi, enfin, en tant que photographe, j'ai envie de dire, c'est fait au très grand angle. Hein, on voit qu'il a agrandi la scène au maximum. Hein, c'est une image mentale, et on sent toute la détresse qui pouvait habiter Van Gogh. Et puis on pense aussi hein, à l'Assommoir de Zola. On imagine ce qu'étaient les cafés à cette époque. Alors j'ai envie de dire, à ce jour-là aussi, Gauguin était avec lui, et Gauguin, il peint autre chose, bien sûr. Donc il s'intéresse à cette jeune femme, cette jeune arlésienne, évidemment, et ils n'ont pas le même rapport aux femmes, ça c'est sûr. Hein. Et puis, vous voyez, on reconnaît les murs rouges, on reconnaît la salle jaune. Là, on aperçoit un zouave. Hein, on reconnaît le costume du zouave. Et ici, c'est un autre militaire, mais ce n'est pas le même. Bon, assommé par l'alcool, abruti par les vapeurs d'alcool et de fumée, les femmes de mauvaise vie, quelles sont les femmes qui peuvent fréquenter un café de nuit en 1888 ? Donc on voit bien qu'on est dans un monde un peu interlope, hein, pour dire le mot qu'on aurait employé à l'époque. Et ce magnifique portrait d'Arlésienne, hein, au premier plan, avec ce visage, ces traits accentués pour leur donner un caractère un peu justement primitif, plus animal. Et alors voilà, les deux tentations, l'alcool, hein, l'absinthe forcément, et le sexe, hein, qui sont la sensualité, donc, qui est très forte ici, et en même temps, bon, les vapeurs de tabac, cette atmosphère très spéciale. Donc vous voyez, 2 mondes tout à fait différents, et on a envie de dire qu'ils étaient là en même temps. Enfin, ils étaient là en même temps. Est-ce qu'ils ont peint ça le même jour? C'est notre histoire, mais enfin, ils étaient là en même temps, et ils ont ces 2 visions-là. Donc de pouvoir rapprocher ces 2 tableaux, hein, quand même, c'est quelque chose d'important, et on imagine donc que ce n'est pas par hasard là encore, que Ivan achète ces 2 tableaux. Donc Ivan va continuer aussi à acheter des tableaux de Gauguin, et en particulier celui-là, qui a de très belle couleur. Donc c'est un des rares que j'ai pu photographier. Il était sous vitre aussi, mais là, j'ai pu éviter les reflets. Et là, cette pose hein, qu'on a vu tant de fois chez Gauguin, hein, pour représenter la Tahitienne, avec sa fleur de tiare. Et on voit que les Tahitiennes en question sont très jeunes, ce sont des adolescentes encore. Hein, on voit, elles ont 12, 14, 13, 14 ans. Hein. Et les huttes, hein, donc cette vision du paradis terrestre, hein, tel que l'imaginait Gauguin, pardon, hein, et en même temps sa volonté un peu ethnographique avec le titre hein, où aéré Iaoé, bon, où vas-tu hein. Donc voilà, ce tableau de Gauguin, donc il y en aura plusieurs dans la collection d'Ivan Morozov. Un autre peintre sur lequel qui va beaucoup lui plaire, il va avoir la révélation de la peinture de Cézanne en 1907, c'est-à-dire quand il commence ses collections, il va à Paris, bien sûr, puisque pour collectionner tout ça, il faut aller à Paris. Et à Paris, en 1907, le salon d'automne
organise la première rétrospective Paul Cézanne. Il y a une salle entière du Salon d'automne qui est consacrée à Paul Cézanne, qui est mort l'année précédente. Et c'est à partir de ce moment-là que Cézanne va commencer à occuper la place qui est la sienne dans la peinture aujourd'hui. Et c'est à partir de là aussi qu'il va être connu par un public plus large que celui des spécialistes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va faire tant d'émules dans les peintres contemporains. Tous ceux qui viennent après, à commencer par Picasso, par Matisse, hein, par Derain et tant d'autres, vont commencer par copier les natures mortes de Cézanne. Donc ici, bon, on a laissé... Vous voyez là aussi la minéralité de tout ce que représente ce tableau. Hein. Le drap, on dirait déjà que c'est du marbre, et les pommes, on ne sait pas si ce sont des pommes ou des boules de billard presque, hein, mais bon, c'est les couleurs qui sont différentes. Mais on sent une minéralité hein, très forte hein, là-dedans. En même temps, regardez la peinture du vase par rapport à ces fruits, hein, il n'y a pas de différence. Hein, il les représente de la même façon. Donc sa volonté aussi de casser la perspective, le modeler. Donc il y a plusieurs natures mortes dans la collection de Morozov. Il y a aussi de très beaux paysages, comme ce magnifique grand pin. Celui-là, je le connaissais mieux puisqu'il est au musée de l'Ermitage. Et au musée de l'Ermitage, on peut parcourir les collections et il y a des reproductions de très très bonne qualité. Donc d'un format moyen, tandis que là, bien sûr, quand je le photographie moi-même, je peux zoomer un peu plus dans l'image. Et donc, Cézanne, pour réaliser un paysage, pouvait passer une année entière, hein, parce que il construisait, il faisait beaucoup d'esquisses, et puis quand il commençait à réaliser son tableau, il faisait touche par touche, il peignait il y avait très peu de matière, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur dans la peinture, on le sent. Et puis il réfléchit, il regarde le motif, il revient sur sa toile, il pose juste un coup de pinceau et le laisse sécher. Ça sèche rapidement puisqu'il n'y a pas beaucoup de matière. Et puis il regarde et il continue à réfléchir. Il se demande où il va mettre le suivant, quelle couleur il va employer. Chaque fois, il reconstruit un autre tableau en faisant varier les équilibres entre les différentes couleurs, entre les différentes tonalités. Et en même temps, ici, la force de ce dessin, elle éclate d'elle-même. Et vous voyez là les tâches différentes hein, qu'il réalise si minutieusement. Alors quelque chose, il pourrait tuer complètement l'œuvre en travaillant comme ça, parce qu'à force de mettre des petites touches à droite, à gauche, il pourrait tuer complètement ce qu'il fait. Et au contraire, il le sublime. Alors évidemment, il y a la montagne Sainte-Victoire. Donc il y avait 2 toiles de la montagne Sainte-Victoire dans la collection d'Ivan Morozov, et il y en avait 2 autres dans celle de Choupkine. Donc là, ils travaillaient, chacun, il savait qu'un jour, les 4 toiles se trouveraient réunies. Et il ne savait pas que ça serait au musée de l'Ermitage à Moscou. Quand je vois tout ce qu'il y a au musée de l'Ermitage, je me dis que si j'allais à Moscou, il faudrait que je passe une semaine à Saint-Pétersbourg, pardon. Il faudrait passer au moins une semaine à Saint-Pétersbourg pour pouvoir aller toutes les après-midi au musée de l'Ermitage. Parce que si on voit tout d'un coup, ça gâche un peu le plaisir. Alors là, vous voyez, bon, j'insiste pas trop. Il connaissait bien sûr les tableaux, la partie de cartes. Il ne peut pas l'acheter, même s'il y en a 3 ou 4 versions, mais il va acheter des tableaux préparatifs, comme ce portrait. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la minéralité des fruits, hein, qu'on retrouve là sur le bord du cadre, et regardez la minéralité qu'on retrouve dans le traitement du visage. Dans les vêtements, ça on a l'habitude aussi, mais dans le visage aussi. Et là, vous appréciez aussi ce travail très minutieux sur les différentes touches de couleurs qu'il réalise, qu'il pose partout pour donner une profondeur aussi, on peut dire psychologique peut-être aussi, à ce personnage. Portrait de Madame Cézanne, bien sûr, il en fallait un. Alors là, celui-là, bon,
il a mis du temps à l'acheter parce qu'il voulait que ce soit dans la même tonalité que le précédent. Il voulait retrouver le même bleu. Vous voyez, c'est un portrait dans lequel il y a beaucoup de réserves, c'est-à-dire des portions de la toile où on voit l'après du tableau, mais ça n'a pas été peint. La toile a juste été apprêtée. Et ça, c'est une volonté d'établir un dialogue entre deux matières différentes. Le tissu, la toile et la peinture. Donc, et tout ça, on ne le découvre bien sûr que quand on scrute le tableau d'assez près. Traitement du visage avec parfait ovale qui rappelle les formes géométriques qu'il donne à tous les différents fruits. Et enfin, les baigneurs. Alors là, les baigneurs et les baigneuses, il y en a une vingtaine de tableaux pour Cézanne. Vous savez que c'est des tableaux qu'il a fait vers la fin de sa vie aussi. Eh bien, donc, il a acquis celui-là et il a acquis deux autres que je ne vous montrerai pas pour avoir les mêmes tonalités bleues, deux autres paysages pour encadrer ce tableau. Et il a mis 5 ans à acquérir les tableaux qu'il voulait pour réaliser cette harmonie qu'il voulait. Donc là aussi, vous remarquez, les visages ne sont même pas dessinés dans ce tableau. Regardez là en particulier. Ici, là, il n'y a que la chevelure. Bon, et ça, bien sûr, ça nous fait penser à cette époque bénie pour Cézanne, où lycéen, encore, il venait se baigner du côté du Jas de Bouffan avec son ami Émile Zola et d'autres amis de cette époque, puisqu'à cette époque, des jeunes gens, des hommes, pouvaient venir se baigner tout nus dans la rivière, puisque les maillots de bain n'avaient pas été inventés vraiment pour pouvoir parler, mais des baigneuses, non, évidemment, il n'y en avait pas vraiment. Donc voilà, on reprend avec quelque chose de tout à fait différent. Différent pour nous, parce que Maurice Denis n'occupe pas la même place aujourd'hui que les peintres qu'on vient de voir précédemment. Et Maurice Denis, qui est rattaché au groupe des Nabis, c'est un peintre pour nous, c'est un voisin, puisque il travaillait à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez à Saint-Germain-en-Laye le musée du Prieuré, où on peut voir son atelier et une partie de ses œuvres. Et en même temps, c'est une peinture pour nous qui est un peu datée, qui est celle des années 30. Et donc, on n'a pas peut-être suffisamment de recul pour apprécier le côté moderne qu'elle pouvait avoir à cette époque. Donc, Maurice Denis, il plaisait beaucoup à Ivan Morozov et en 1906, Ivan est allé le voir dans son atelier à Saint-Germain-en-Laye. Il avait déjà acheté quelques toiles de Maurice Denis et il a beaucoup apprécié donc, cette visite et ce qu'il faisait et il lui a passé une grande commande. Donc il avait déjà à cette époque organisé son hôtel particulier pour sa collection, en sachant qu'il avait au rez-de-chaussée l'art russe et au premier étage l'art français. Il avait fait, sa collection était sur 2 étages. Et donc au 2e étage, il avait un grand salon de musique, parce que même si je vous dis s'il était casanier, s'il recevait assez peu, il avait des velléités pour recevoir un peu plus. Il avait un grand salon de musique. Et il a demandé à Maurice Denis de lui décorer son salon, de réaliser plusieurs tableaux, je ne sais plus si c'était 4 ou 6, pour ce grand salon de musique. Alors il dit, bon, une commande de cette importance, des toiles de 4 mètres de haut, il faut trouver un sujet qui tienne le coup. Et donc Maurice Denis lui a proposé d'illustrer l'histoire de Psyché. Alors, l'histoire de Psyché, nous la connaissons bien. Je vous l'ai évoqué avec vous l'an dernier à travers Internet lorsque j'ai repris la conférence que Catherine avait faite sur Paris au XVIIIe siècle, ou XVIIe siècle, ou XVIIIe, pardon, oui, avec l'hôtel de Soubise. À l'hôtel de Soubise, on trouve dans les trumeaux l'histoire de Psyché. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Psyché une fois de plus, d'abord on n'a pas le temps. Et vous voyez ces traités, et donc dans cette peinture de Maurice Denis, avec des couleurs qui nous surprennent, parce que c'est des couleurs très acidulées, pas du tout réalistes. Les corps en rose
ou une couleur dorée, bronze, qui est un peu, qui n'est pas naturelle, évidemment. Le dessin aussi est très particulier. C'est l'époque du retour enfin, un retour à l'antique. Picasso aussi a fait des choses dans ce genre-là, hein. On s'inspire beaucoup des vases grecs qu'on connaît bien maintenant. Il y a de grandes collections au Louvre qui datent un peu avant cette époque. Et on connaît bien, on revisite l'Antiquité pour le reprendre avec quelque chose de plus moderne. Mais on s'inspire du dessin. Alors vous voyez, en particulier autour des personnages, c'est très dessiné. On voit, il y a un trait, il y a une espèce de cerne qui délimite le corps, hein. Tandis que dans les époques précédentes, on essayait au contraire d'avoir des bords qui soient complètement diffus, hein. C'est le fameux sfumato de Léonard de Vinci, où on n'arrive pas à distinguer les bords du corps de l'arrière-plan, hein, où c'est fondu, c'est pour donner une idée de mouvement. Au contraire, ici, on souligne le dessin, hein. Donc là, c'est une certaine vision de l'Antiquité, donc une vision, là encore on peut dire d'un paradis terrestre, c'est pas celui de Gauguin, hein, mais c'est une autre vision paradisiaque, mais qui se veut plus contemporaine et qui fait référence à l'Antiquité, à l'art grec, tel qu'on pouvait l'imaginer, le sublimer, hein, à cette époque-là. Et ça, pour nous, on est habitué, on retrouve ça dans beaucoup de constructions aussi, de façades d'immeubles des années 30, hein. On connaît ce genre de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, bon, c'est vrai que les tableaux de Maurice Denis de cette époque nous surprennent toujours, euh, parce que ça nous paraît daté, mais en même temps, il faut les voir comme des ensembles. Vous voyez encore toujours ce rose, ce bleu qui se répondent d'un tableau à l'autre. Donc, et c'était présenté donc à l'exposition dans une grande salle qui évoquait ce salon, qui avait à peu près la dimension du salon des Morozov. Et c'était d'ailleurs, disons, c'est aux 2 tiers ou même aux 3 quarts de la visite. C'est en fin de visite. C'est ça. Quand on connaît ce grand vaisseau de la Fondation Louis Vuitton, les expositions, ça commence toujours en bas, tout en bas, et puis ça se poursuit sur 3 étages, et puis ensuite on monte au 4e et au 5e étage, on finit sur les toits. Et les toits, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce bâtiment, hein. Donc le parcours était très beau, il y avait un passage pour aller voir une toile de Renoir, de Van Gogh que je ne vous ai pas montré, parce que je n'y suis pas allé, il y avait une espèce de tunnel à un moment, on voulait faire naître l'angoisse dans le spectateur, et il y avait à peu près un quart d'heure d'attente pour découvrir un tableau de Van Gogh, effectivement très angoissant, mais bon, c'est autre chose. Mais il y avait une scénographie qui est assez réussie, mais qui est toujours très sobre, hein, quand même, à la Fondation Vuitton. Donc là, j'ai pris des images dans le documentaire dont je vous parlais auparavant, hein. Donc dans ce documentaire, ils ont pris des photos d'époque du salon des Morozov, enfin l'époque des années 20 ou 30, je pense, et ils ont collé dessus les tableaux en couleur. Donc je pense que c'est un montage photographique, hein. Mais les murs étaient volontairement gris, mais sans doute pas aussi gris que là, puisque là c'est un peu du noir et blanc sur lequel on a posé des couleurs, mais je trouve l'effet assez réussi. Donc ces tableaux, euh, il les commande en 1907, et en 1909, c'est Maurice Denis et sa femme qui viennent à Moscou pour l'installation des tableaux. Et quand Maurice Denis voit le salon de musique, donc je vous dis très gris, très grand, il se dit mais mes œuvres vont être perdues là-dedans. Donc il dit, donc d'une part il demande la permission de revoir le décor parce que les canapés ne lui plaisaient pas, il dit il faudrait refaire ça. Et puis il dit je vais vous rajouter d'autres tableaux, je vais rajouter en particulier des trumeaux, hein, parce que sinon ces trumeaux ont été rajoutés, ce dessus de porte a été rajouté. Il dit parce que sinon ça va être perdu. Yvan lui dit, bon, ça va coûter combien? Je ne sais pas, 40 000 francs ou 100 000 francs. Oui, écoutez, très bien, allons-y, hein. Donc, interdit, il se repart avec une commande supplémentaire qu'il va honorer, hein, et qui permettra d'avoir ce salon de musique qui dégage
une fraîcheur quand on visite, sans doute quand on pouvait visiter cette collection. Tout le reste, c'était des toiles. Toi, on va voir un peu comme c'était parfois, qu'il y avait énormément d'œuvres, comme souvent dans une collection particulière. Et là, il y avait beaucoup d'espace et beaucoup de fraîcheur. Là, cette vue nous rend un peu ce sentiment de fraîcheur qu'on pouvait éprouver. Et ce sentiment de musique, on aurait pu découvrir, qui sait, peut-être les œuvres de Stravinsky, c'est l'époque de Petrouchka, ou même du sacre, le sacre du printemps. Bon, ben voilà, quelque chose qui vaudrait peut-être la peine d'écouter Stravinsky, ou même qui sait, Schoenberg, le Pierrot lunaire, dans ce décor, ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, voir les canapés, tout ça. Donc ça a été... Maurice Denis a eu carte blanche pour réaliser cette création. Et là, on apprécie un peu mieux l'œuvre de Maurice Denis. On comprend comment cette œuvre, il l'a concevée aussi en tant que décorateur. Et tous les nabis ont énormément travaillé ça. Il y a eu une exposition au Luxembourg il y a 4 ou 5 ans, où on nous a présenté plusieurs réalisations des nabis, Vuillard, Bonnard, Maurice Denis, où on voyait comme ça qu'ils avaient 4, 5, 6, 8 très grands tableaux, et c'était conçu pour des salles de bal, on va dire des salles d'apparat, de ce style-là. Donc il y a une volonté, alors à ce moment-là, décorative. Au lieu de raconter une histoire très personnelle, comme on le fait dans un tableau plus petit, là, il faut qu'on crée une ambiance dans un décor. C'est un autre aspect de la peinture. Alors j'ai prononcé le nom de Bonnard parce qu'il arrive maintenant. Donc Bonnard, c'est un peintre, donc Catherine a consacré un exposé à Bonnard il y a quelques années. Et déjà, on avait sélectionné ce tableau, on en avait une copie que j'avais téléchargée sur le musée de l'Ermitage. Et là, je suis bien content d'avoir celle-là, qui est beaucoup plus belle et qui vous montre, regardez la touche de Bonnard, regardez toutes ces couleurs. Alors de loin, on voit quelque chose de très évanescent, pas très contrasté. Et puis quand on s'approche, là, on découvre toutes ces touches de couleurs, toute cette vie qui se cache dans tous les détails. Et là, donc ça s'intitule Le matin à Paris, et puis c'est un matin d'hiver, manifestement. On voit que les couleurs sont celles de l'hiver. Regardez ces silhouettes, là, cette charrette de foin avec une espèce de petit âne. Et ici, ces élégantes, le chien, la petite fille. Donc, et puis un peu de rose dans le ciel. C'est le matin à Paris, un matin d'hiver, manifestement. Et le soir à Paris, encore, je ne sais pas si c'est la même saison, mais c'est là aussi de très belles couleurs. Et là encore, des toiles de bonne dimension, 1,20 m de large. Et un côté aussi volontairement décoratif. Regardez ce personnage, comme il est bien représenté. Chez Bonnard, une volonté aussi de casser la perspective, de ne pas donner de la profondeur, d'utiliser beaucoup les aplats, de ne pas mettre les ombres, pour créer cette vision et toute cette vie foisonnante dans les détails. Voilà. Et cette jeunesse, parce que ce qui frappe aussi dans la peinture de Bonnard, c'est qu'il y a énormément d'enfants et de personnes jeunes. Et c'est ce qui donne aussi cette vie. Alors voici le fameux triptyque de la Méditerranée. Alors le fameux, il a été bien mis en valeur parce que vous voyez les dimensions, 4 mètres de haut, donc on est encore dans les très grandes dimensions. Et donc ce triptyque, on voit, c'est un tableau qui a été éclaté en 3 morceaux. C'est une représentation de la même scène, mais éclatée sur 3 morceaux. Et pourquoi cet éclatement si bizarre? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce tableau se trouve dans une cage d'escalier. Donc voilà l'escalier, et voilà le tableau du milieu, on l'aperçoit. Et donc ça, je l'ai pris donc, à la fameuse émission Le génie Morozov de Tiana Rachmanova. Et vous voyez, c'est un montage photo, comme tout à l'heure. Et voilà le tableau, vous l'apercevez là,
Vous voyez, au milieu, il y a des colonnes. Et on est dans une cage d'escalier. Alors, il avait demandé, quelques années auparavant, à Maurice Denis de décorer son salon de musique. Là, il demande à Bonnard de décorer toute la cage d'escalier qui mène à l'étage de la peinture française. Et là, il s'agit carrément de tapisser les murs. Et vous voyez, ce n'est pas le meilleur endroit pour mettre des tableaux dans une cage d'escalier. Mais en même temps, c'est un défi pour le peintre. Comment utiliser cet espace? Et c'est là qu'on comprend cette volonté aussi décorative des peintres, des nabis, qui veulent apporter quelque chose de nouveau, de différent, et qui vont l'amener aussi à travers ça, à travers une vision plus monumentale de la peinture, qui n'est plus de la simple peinture de chevalet. Voilà, donc ça, c'est la façon dont c'est aujourd'hui installé au musée de l'Ermitage, avec des colonnes, vous voyez, alors, je ne sais pas si elles étaient de cette couleur-là à l'origine. Et voilà une autre vue quand on monte cet escalier. Donc là, je pense que les tableaux sont dans notre dos. Et on voit, ensuite on continue, ils sont sur le palier. Et là, on continue, il y a d'autres tableaux, toujours de Bonnard, qui permettent de monter à l'étage. C'est un bel escalier d'apparat. Alors, donc, on revient sur la Méditerranée pour apprécier un peu plus le tableau. Ce coup-ci, on va zoomer dedans. Alors, vous voyez, on voit des personnages sur les côtés. Au milieu, on n'est pas sûr de l'avoir vu. On va voir qu'il y en avait aussi. Donc, vous voyez, une jeune personne avec un chat. Et là, au milieu, tout à l'heure, on ne les voyait pas bien, mais il y a deux jeunes enfants qui jouent toujours avec le même chat et d'autres enfants, trois autres, qui arrivent, qui viennent jouer eux aussi dans cette lumière d'été. Alors là, c'est la Méditerranée. On avait vu tout à l'heure la Méditerranée de Van Gogh. Et là encore, des enfants avec une jeune femme qui tient un perroquet. Donc voilà. Alors vous voyez, là, on voit des taches, on voit quelque chose. Bon, bien sûr, on meuble l'escalier. Et puis quand on s'approche, il y a des sujets, il y a une vie, il y a un moment de bonheur, comme ça, au soleil. Donc à Moscou, à cette saison, ça devait s'apprécier. Voilà, cette Méditerranée. Vous voyez comme la lumière de l'instant est rendue, comme on sent cette ambiance. Encore un tableau, alors là aussi les dimensions, vous voyez, sont toujours immenses. Donc bon, quand on le voit, alors là, pour une fois, là, il est plus petit sur l'écran que dans la réalité, mais quand on le voit, même à l'exposition, quand on voit ça de loin, on voit une grande masse colorée, et il faut s'approcher, et là, quand on s'approche, on découvre toute une vie, et on découvre une autre dimension quand on s'approche. Donc là aussi, c'est une réflexion profonde sur le rôle du décor. Alors, bon, donc, il y avait le triptyque de la Méditerranée, puis ensuite, il y a les saisons, l'été, le printemps. Et là, le couple d'amoureux, là, juste dans le coin, qu'on ne pouvait pas voir. Là, on voyait les enfants. Je ne sais pas si c'est eux qui ont eu tous ces enfants. Et ici, le cygne, avec les petits cygnes, ici, là aussi, nombreux. Et encore ici, toujours, cette vie, cette fraîcheur, typique de Bonnard. L'été, la danse, c'est le titre du tableau. Donc on va faire un petit zoom pour apprécier le tableau. Alors il y a des chèvres aussi dans le tableau. Voilà. Et des fillettes qui gambadent plus que les chèvres. Et la plus jeune qui danse avec sa maman ou sa grand-mère. Elle danse, là, on voit bien qu'elle danse. Et donc c'est un tourbillon. Donc voilà, alors ces tableaux, alors, à l'exposition, il y avait
il y avait du monde, c'était une grande salle, mais bon, il n'était pas dans une cage d'escalier, évidemment, il y avait du monde, on les voyait, mais et, on les apprécie, on ne pouvait pas vraiment les apprécier parce qu'il faut pouvoir passer beaucoup de temps avec des tableaux comme ça, de cette dimension. Ils le méritent, hein, mais c'est un décor, mais il faut vraiment plonger dedans. Alors là encore, là je me suis dit, quand je voyais ma photo, j'ai eu un petit format, j'ai dit mais quoi, j'ai raté ma photo, mais non, c'est comme ça, c'est des bonnes couleurs. Et là encore, on va zoomer, on va voir qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce tableau qui s'intitule La cueillette des fruits. Et d'ailleurs là, les fruits, on les voit bien, on voit la grappe de raisin, hein. On voit les hommes qui vendangent, là, ici, la charrette. Et puis là, vous avez quelqu'un qui porte un panier de raisins, hein. Donc ce sont les vendanges, en fait, qui sont représentés. Voilà. Et tout ça, donc, c'était l'entrée en matière vers la peinture française, bon, on va dire d'avant-garde, hein. Et puis, donc, je vous disais, on avait parlé des achats de Picasso par Choutkin et aussi par Morozov, qui achète ce tableau. Donc, il achète ce tableau en 1908, Les Saltimbanques. Il l'a acheté chez Vuillard. Il revient à Moscou, il installe son tableau dans sa galerie. Et puis, il écrit à Vuillard, il dit je vous prie de m'excuser, mais quel est le prénom de ce peintre? Ah. Et il reçoit une lettre 2 mois plus tard. Vuillard s'excuse, il n'était pas chez lui. Il a fallu qu'il se renseigne parce que lui non plus ne connaissait pas le prénom du peintre. Il a dit ben oui, il s'appelle Pablo. Voilà. Et donc, voilà comment il découvre Picasso. Donc, il achète un jeune peintre inconnu dont on ignore le prénom, hein, et il achète cette version des Saltimbanques, hein, qui est déjà un bon tableau de Picasso, hein, avec beaucoup d'audace, là encore dans les couleurs, la position des personnages. Oui. Celui-là, il pouvait peut-être quand même le mettre pas très loin du Gauguin et du Van Gogh sur le café d'Arles, hein, puisque ça nous rappelle un peu aussi cette tristesse qui se dégage souvent de ces tableaux, hein, dans les cafés. Depuis Degas, l'absinthe, hein, on a toujours cette image, hein, vraiment, pour les cafés, ils ne font pas la publicité des cafés, hein, ça c'est sûr. Et là, regardez, ça c'est magnifique, hein, ce détail-là. Un autre tableau de Picasso est encore plus mélancolique, hein, on va dire. Il y a une mélancolie qui est très forte. Et voilà, donc, pourtant, on voit une jeune femme qui danse, hein. Mais on voit ici d'autres personnages, un cheval, un petit chien, et cette tête, ce grand athlète, hein, avec ce regard si triste, si pensif, hein. On sent que c'est une époque très mélancolique, hein, pour Picasso. Et puis, alors, je crois que c'est dans le documentaire dont je vous parlais, ils disent, oui, on voit l'influence de Cézanne dans le traitement, là aussi, des volumes, hein, et puis aussi dans le fait qu'on retrouve une sphère et un cube, hein. Cézanne disait que toute la peinture se ramène finalement à des sphères et à des cubes, hein. Le cube, ça va donner ensuite la peinture cubiste, évidemment, mais on voit le lien entre Cézanne, Picasso, le cubisme, et puis toute la peinture du XXe siècle. Et puis là encore, l'influence de Cézanne, on la sent très bien dans ce tableau de Matisse. Donc Matisse, je dis, Choutkin aussi a beaucoup acheté de Matisse, et Morozov s'intéresse aussi. Donc ce tableau s'intitule La bouteille de Schiedam. J'ai regardé sur Internet comment il fallait prononcer ça. C'est une liqueur hollandaise. Voilà, bon, je ne connaissais pas, donc je me demandais ce que c'est que ce Schiedam. Voilà, c'est une liqueur hollandaise. Et là, regardez, l'influence de Cézanne, elle est plus que manifeste. Donc, voilà, on sent, là, dans ces œuvres-là, on voit très bien le lien entre Cézanne
Picasso, Matisse, et je dis toute la peinture moderne. Et alors, cet autre tableau de Cézanne, alors là, déjà, on a franchi une sacrée étape. Matisse, pardon. Ce tableau, justement, je disais, on est plus loin que Cézanne, puisque là, du coup, il n'y a plus du tout une notion de profondeur. Tout est sur le même plan. Plus du tout de modelé, tout est donné sur le même plan. Au début, on voit ce tableau, on dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente? On voit un tissu à fleurs. Et puis, non, en fait, le titre du tableau nous dit que nous avons affaire à des fruits et du bronze. Le bronze, il est là. Mais, bon, là, mon gros plan est venu peut-être trop vite, mais au début, on ne remarque même pas cette sculpture de bronze, parce que pour nous, c'est une tache au milieu des fruits. On voit une espèce de tissu, et on ne remarque pas qu'un des sujets, c'est cette sculpture de bronze. Voyez. Donc là, alors c'est pour ça que je vous ai monté le précédent, pour montrer d'où il vient, donc ce qu'il savait faire, et où il va, donc ce qu'il veut casser pour aller ailleurs, pour profiter de la couleur pure, en même temps, des formes pures et un autre univers. Et ce tableau, on l'avait déjà dans ce portrait réalisé par Valentin Serov, un peintre russe très proche de Morozov. Il était déjà ici, dans ce tableau de Morozov, donc encore plus emblématique, qui est l'illustration même de cette collection. Alors ce tableau, de mots pour parler de la technique de réalisation, ce n'est pas une huile sur toile, c'est une tempéra. Alors la tempéra, c'est une technique de peinture qui est plus ancienne que la technique de la peinture à l'huile. C'est de la peinture à l'eau. On broie des minéraux de couleur, on rajoute de l'eau, et comme liant, on met de la colle faite avec généralement du jaune d'œuf, qui ne donne pas de couleur, qui va juste permettre de sécher. Et ça sèche très très vite. Donc c'est de la peinture à l'eau, comme on a tous fait de l'aquarelle, on sait ce que c'est. Et simplement, là, c'est un peu plus consistant. Et cette technique, elle était connue dès l'Antiquité, et il y avait des tableaux de chevalets dans l'Antiquité faits en tempéra. On en retrouve dans les momies égyptiennes, les sarcophages égyptiens du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Vous savez, ils mettent un visage qui est peint sur et ça a donné des tableaux, les fameux portraits du Fayoum, quand on les a retrouvés dans le Fayoum. Donc c'est ce qu'on connaît de la peinture antique. C'est la technique qui est utilisée au Moyen-Âge, très rarement, mais qui nous est rarement parvenue. La peinture à l'eau, c'est fragile, bien sûr, par définition, parce qu'il suffit qu'il pleuve dessus, ça disparaît. Et elle va être utilisée aussi pour les icônes russes. Donc ce n'est pas étonnant qu'ici, on ait un peintre russe qui utilise cette technique. Et cette technique, ça favorise aussi ce style de peinture par aplat. Ça ne cherche pas, comme on ne peut pas y revenir, comme on ne peut pas créer un effet de volume, en rajoutant des couches et du transparent, du glacis pour faire du transparent. Donc on vient vers une peinture comme ça, sans perspective, qui met en valeur un peu plus le trait, le dessin, et qui demande plus une autre virtuosité. Donc là, un tableau de Matisse avec un arrière-plan, un autre tableau de Matisse encore plus célèbre, la danse. Tout le monde connaît la danse de Matisse. Il y en a deux versions. Il y en a une qui est aux États-Unis, c'est celle qui est représentée là, et il y en a une autre qui est à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage, et qui provient de la collection Choutkin. Donc, vous voyez, Choutkin achète la danse, Morozov achète un tableau, où en arrière-plan, on retrouve ce qui est dans la collection de son ami. Enfin, un triptyque marocain commandé par Ivan, c'est une commande qu'il passe, il demande 3 tableaux en triptyque et il reçoit cela. Donc ça, c'est la porte de la Casbah. Donc vous voyez, on est très très loin de l'élève de Cézanne, là. On est vraiment dans l'univers de Matisse qui va être de plus en plus épuré. Le second, c'est Zora à la terrasse, donc une petite servante, avec le bocal de poisson rouge, les babouches,
Là encore, aucune ombre portée, aucun effet de volume, des aplats uniquement. La couleur utilisée très pure. Le visage quand même un peu plus travaillé. Et une vue à la fenêtre. Donc les tableaux sont en triptyque, ils étaient présentés tous les trois à côté à l'exposition. Donc maintenant, pour terminer, on va dire en mots de ce qui est arrivé à toute cette collection. Donc déjà, on avait vu que lorsque Michael meurt, ses œuvres les œuvres qu'il a collectionnées vont à la galerie Tretiakov. Donc, vous voyez, j'ai fait deux flèches, une pour représenter l'art russe et l'autre l'art français, parce que bien sûr ça va bouger. Et la collection Stutkin, qui est nationalisée en 1918, on en fait le musée de la peinture occidentale, mais en 1920, on a nationalisé entre-temps la collection l'hôtel Morozov, qui est devenu une administration, puis on décide quand même qu'il y avait Ivan Morozov avait mis tous ses tableaux dans une réserve, il les avait tous décrochés, et c'était devenu une administration. Puis, donc, décret de Lénine ou de Staline, je ne sais plus, je crois Lénine encore. En 1920, on rapatrie la collection Soulkine dans le palais Morozov, que vous voyez ici, et ça devient le musée d'art moderne occidental. Il va prendre de nom, donc vous voyez, j'ai mis des petites flèches, parce que du coup, on reprend ce qui venait de son frère, et on le met aussi là. Mais ça ne plaît pas beaucoup, parce que c'est de l'art bourgeois. C'est individualiste, c'est petit bourgeois, c'est formaliste, ça c'est la pire des insultes, ça veut dire c'est de l'art pour l'art. Qu'est-ce que ça apporte au peuple? Qu'est-ce que ça nous dit des travailleurs? Rien du tout. Donc, c'est pas bien. Est-ce que ça chante la gloire de Staline? Non, même pas. Alors, à quoi ça sert? Donc, on n'aime pas ça. Alors, au début, d'ailleurs, Ivan Morozov était resté, il a été quelque temps le pseudo-conservateur de sa propre collection, il faisait visiter. Et puis il s'est dépêché, bien sûr, de trouver une filière pour gagner l'Europe. Mais il va mourir très vite. Je ne sais plus en quelle année, d'ailleurs. Il va mourir très vite, une crise cardiaque, comme son frère. Et cette collection, elle vivote, puisqu'elle déplaît souverainement au souverain de l'époque, le camarade Staline. Et en 1948, il signe un décret pour la dissolution de la collection. Elle doit disparaître. Alors les conservateurs atterrés préviennent leurs amis conservateurs de Moscou et de Leningrad pour qu'ils récupèrent les œuvres, qu'ils les planquent dans les réserves, et puis advienne que pourra. Donc en 1948. Alors en plus, on les avait déménagés pendant la guerre, sans ménagement, évidemment. Bon, donc elles avaient beaucoup souffert. Et là, elles vont pourrir dans des réserves, jusqu'à ce que Khrouchtchev dise que finalement, bon, peut-être, on ne sait pas. Et donc, on va commencer à les ressortir. Et c'est uniquement dans les années 60-70 que les plus beaux tableaux vont être montrés. Mais il faudra attendre la perestroïka pour que vraiment, à l'Europe, on les connaisse tous. Et puis, attendre qu'on donne assez d'argent pour que les Russes aient les moyens de restaurer et de sauver ce qui peut l'être. Parce que le conservateur, l'organisateur, la commissaire de l'exposition disait encore que pour l'exposition, là, il y en a qui n'ont pas pu voyager. Ils sont trop fragiles, ils ont trop souffert. Je vous dis en particulier, Gauguin, les œuvres de Gauguin sont fragiles. Mais néanmoins, voilà, ça a eu cette... ce sont des rescapés. Ils nous sont parvenus. Vous avez vu, ça le mérite amplement. Sans doute, les œuvres russes mériteraient aussi qu'on s'y attarde. Je vous dis, je ne l'ai pas fait parce que, bon, d'abord, j'étais polarisé par le reste. Et puis ensuite, on ne peut pas se contenter simplement de dire, ah, ça me plaît pas. Il faut savoir un peu si on a affaire à une œuvre vraiment originale ou si c'est juste quelqu'un qui a copié ce qu'il a vu chez un Français. Donc, il faut connaître un peu plus. Et on verra la semaine prochaine avec Répine qu'il y a de grands peintres très originaux, enfin la semaine prochaine, le mois prochain,
qu'il y a de grands peintres très originaux qui ont quelque chose à nous dire et quelque chose à nous apporter, même encore aujourd'hui. Voilà, et je termine juste par cette vision du triptyque qui nous renvoie vers la Méditerranée, vers la beauté et la sérénité, qu'il ne nous faut jamais perdre de vue. Merci.